Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle d'innovation sociétale et autres. Compagnie Général. Des autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Pure convivialité. Un autre, après un autre, après un autre, après un autre. Notre maison brûle. Et le meilleur est toujours possible. Par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Une île de vie, en arabe ancien, c'est l'une des hypothèses des origines du nom de l'Algérie, qui désigne par la même occasion une terre particulièrement fertile. Mais l'est-elle aussi pour l'initiative solidaire ? C'est un pays historiquement solidaire avec la Twiza, un système de solidarité ancestrale dans les villages, un pays continent avec des milliers de kilomètres de côtes, de terres cultivables, de personnes généreuses que nous allons survoler aujourd'hui. Un pays au potentiel énorme mais qui reste un potentiel. Comment expliquer qu'il est si difficile pour une initiative, qu'elle soit solidaire ou non, de pousser, de grandir et de s'élever ? Pour aborder cette question, je suis passé voir Meriem Benslama à Alger. Elle dirige le Centre algérien pour l'entrepreneuriat social, l'AX. Un lieu qui symbolise et concrétise les envies d'une jeunesse qui trépigne de pouvoir faire, de s'accomplir, d'être utile à son pays. Dans un contexte particulier de Hirak, un grand mouvement social qui ne faiblit pas, ensemble nous essayons de comprendre comment l'entrepreneuriat social peut être utile à l'Algérie. Si entreprendre tout court n'est pas déjà une forme de défi, et dans quelle mesure est-ce que la jeunesse aurait envie de s'emparer de ces sujets ? Il m'a paru opportun de profiter de mon passage en Algérie pour une mission de plaidoyer autour de l'économie sociale et solidaire pour réaliser ce podcast et tenter de mieux comprendre sa réalité sociale et culturelle. Un pays qui est aussi le berceau de mes origines kabyles. C'est donc pour le coup un vrai voyage dans un pays aussi généreux, doux et accueillant qu'intrigant. Une île de vie fertile, tout du moins pour notre curiosité et, je l'espère, des liens plus forts et apaisés de part et d'autre de la Méditerranée. Je suis donc avec Meriem Benslama. Bonjour Meriem. Bonjour. Alors Meriem, toi tu diriges l'AX, le Centre algérien pour l'entrepreneuriat social. Donc c'est à Alger, dans un quartier populaire. Juste pour le décrire un petit peu, c'est un lieu très accueillant où il y a des entrepreneurs qui cowork. C'est très joliment décoré avec des fresques, on a des fauteuils, on a des salles de réunion et on a une très belle vue sur Alger. Donc, Meriem, je vais juste te poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est l'AX ? Donc AX est une structure qui a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat social en Algérie. Concrètement, on opère sur trois volets. Le premier volet, qui est le cœur de notre mission, c'est l'incubation d'entreprises sociales. Alors, on en est aujourd'hui à la 2e édition du programme. Il faut savoir que AX a été créé en 2016 de façon formelle, mais il existe depuis 2013 de façon, on va dire, informelle. Donc, premier volet, c'est l'incubation. Le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est promouvoir l'entrepreneuriat social. Et donc, comment on fait ? On travaille sur 3 axes. On a tout ce qui est sensibilisation à l'entrepreneuriat social. Là, concrètement, on mène un projet pour la 2e année consécutive qui s'appelle Impact at Work et qui consiste à sensibiliser, former 800 étudiants algériens à l'entrepreneuriat social. Et on fait ce partenariat avec Enactus, qui travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat social et studentin, et en partenariat aussi avec la Fondation City. Donc c'est un programme qui est en cours, ça c'est pour le volet sensibilisation. On a un deuxième volet qui est comment valoriser les entrepreneurs sociaux, parce qu'il en existe mais ils ne sont pas assez connus et si vous voulez les jeunes algériens ne se reconnaissent pas encore dedans. Du coup on essaie de créer des événements où on leur donne la parole. Ça c'est le premier volet, mais on fait vraiment tout plein d'événements. Parmi les événements, on fait pas mal de hackathons,
Donc, par exemple, le dernier hackathon qu'on a fait, c'est sur la démocratie participative et ça a tout à fait du sens par rapport à tout ce mouvement qui s'opère en ce moment en Algérie, ce mouvement populaire qui grandit de plus en plus. Donc voilà, par exemple, c'est ce qu'on fait dans le domaine du hackathon, mais on fait aussi des conférences inspirationnelles, on ramène aussi des experts qui nous parlent de problématiques très précises liées à l'entrepreneuriat tout court et à l'entrepreneuriat social de manière plus précise. Et en fait, l'événementiel, ça permet, ce que je vous disais, c'est de sensibiliser, mais ça permet aussi de créer, de fédérer une communauté autour de valeurs et des principes de l'entrepreneuriat social. Et puis on a un troisième volet sur lequel on opère, c'est on a un coworking space qui est dédié à l'innovation sociale. Donc on a différents profils d'entrepreneurs, mais pas que, c'est des micro-entreprises qui ont un impact social, environnemental, mais pas que. On a aussi des designers, des entreprises de logiciels. Ils s'adressent aussi aux associations qui travaillent dans le domaine de l'innovation sociale, et puis aussi aux étudiants. Et dans quel domaine est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, il peut être utile en Algérie ? L'entrepreneuriat social est plus qu'utile, j'estime, en Algérie. C'est vraiment une voie d'avenir. Et c'est pas une voie, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une économie de réparation ou une troisième économie. Pour moi, c'est l'économie sur laquelle il faut investir pour le futur. Et concrètement, en Algérie, c'est un pays en voie de développement avec de nombreuses problématiques. La première des problématiques, c'est évidemment le chômage des jeunes, qui est assez important, notamment parmi la population diplômée. Donc il y a le souci de création d'emplois, mais pas que. Il y a aussi, on a un pays qui est, on a une grande concentration dans les grandes villes urbaines et on a des villes. 80% du pays, ce sont des villes qui sont isolées, des villes rurales. Donc l'idée, c'est comment dynamiser ces tissus-là, comment créer de l'emploi, de l'activité économique, comment intégrer aussi les femmes, comment les insérer sur le plan social, sur le plan économique. On a aussi des questions pressantes de développement durable, les questions de gestion des déchets, faut pas être spécialiste, il n'y a qu'à parcourir l'Algérie pour voir les décharges à ciel ouvert. Donc tout ça, c'est des problématiques qui sont là et auxquelles il faut s'atteler rapidement. Et pour moi, on s'y attelle en créant des produits ou des services qui répondent à ces problématiques-là, tout en créant de l'emploi, tout en créant de la valeur et de la richesse. Et donc pour moi, c'est la définition de l'entrepreneuriat social. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du domaine de rien que le fait de créer des entreprises et de l'emploi, c'est déjà répondre à un besoin social aujourd'hui en Algérie ? Clairement. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté qu'on retrouve quand on essaye de prêcher la bonne parole, quand on essaye de convertir, entre guillemets, les gens à l'entrepreneuriat social. C'est qu'on nous dit, finalement, tout est social. Le fait même de créer de l'emploi dans un pays où il y a un taux de chômage assez important, dans un pays avec une économie rentière à plus de 80%, 90%, c'est déjà social. Mais du coup, est-ce que promouvoir l'entrepreneuriat tout court, c'est pas déjà un défi énorme ? Et du coup, la première étape à ne pas manquer ? Ou alors non, comme tu le dis et comme tu le fais, sautons une étape, promouvons justement un entrepreneuriat social pour le développement durable, qui a du sens, etc. Moi, je pense que... Alors, pour répondre à la question et être la plus exhaustive possible, c'est que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est déjà un chemin très compliqué, notamment pour les jeunes Algériens. Donc, comment leur faire le défi de notre centre, c'est comment en même temps leur dire venez entreprendre, parce que entreprendre, ce n'est pas, ce n'est pas l'option la plus répandue. L'option la plus répandue reste le salariat. Et malheureusement, l'autre option, c'est quand même immigrer, quitter le pays. Donc, quand on a des jeunes, quand on est parti à la rencontre de centaines de jeunes dans le cadre de notre programme Impact at Work, on s'est retrouvé face à la difficulté de parler avec des jeunes qui ont
qui, dès leur jeune âge, on leur inculque le salariat comme vecteur de sécurité, de stabilité, etc. Et l'autre partie veut émigrer, c'est-à-dire dès qu'ils finissent leurs études, leur première préoccupation, ce n'est pas d'aller chercher un travail, mais c'est comment postuler à des bourses ou à des universités à l'étranger. Donc ça, c'est très compliqué déjà de leur dire, écoutez, orientez-vous vers l'entrepreneuriat, créez vous-même votre emploi, voilà. Et en même temps, il faut leur dire, c'est bien l'entrepreneuriat, mais en même temps, il faut que ça soit utile, il faut que ça aide à améliorer la vie de bénéficiaires, etc., etc. Parce que quand on tient ce discours-là, on est tout de suite catalogué, charité. Donc ils ne comprennent pas comment, en même temps, on peut être entrepreneur et en même temps, on peut faire du bien. Parce que pour eux, faire du bien et être rentable économiquement, c'est deux choses. Parfois, c'est presque tabou, en fait, quand on parle avec eux. Comment faire du bien ? On est censé le faire. C'est un acte de solidarité envers la société, etc. Mais comment vous nous demandez à la fois de générer des revenus, de payer nos impôts, donc c'est parfois schizophrénique. Et ça, c'est vraiment une difficulté pour nous pour sensibiliser pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat social. Et du coup, qu'est-ce qui leur parle justement, les jeunes ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qui les fait réagir, toi, quand tu leur parles d'entrepreneuriat social ? C'est l'idée justement qu'ils se rendent compte que, on va dire, tout ce qui est charité a des limites, parce que ce n'est pas durable et parce qu'à un moment, tous les jeunes qui épousent un peu la voie de l'entrepreneuriat social ont des parcours associatifs. Et auparavant, étaient bénévoles dans des associations, etc. Et ils se rendent compte qu'à un moment donné, malgré toute leur bonne volonté, c'est que c'est pas durable. À un moment donné, il faut abandonner cette activité-là, même qui a du sens pour eux et qui leur plaît, mais ils voient qu'ils peuvent pas en faire leur métier, en fait. Et donc, ils l'abandonnent pour aller chercher un job alimentaire ou subvenir à leurs besoins, parce que ça ne génère pas de revenus pour eux. Donc, l'idée, ça séduit, ça, quand on te dit l'activité que tu faisais avant, qui avait du sens, pourquoi pas la revoir autrement et la structurer, réfléchir à un modèle économique, voilà. Donc ça leur plaît, mais en même temps, encore une fois, c'est un peu schizophrénique parce que ils ont vraiment du mal à comprendre comment on peut faire du bien et en étant rentable économiquement. La deuxième chose qui donne envie aux jeunes d'entreprendre, c'est aussi... alors, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, mais c'est presque un facteur de... c'est presque une distinction sociale, en fait. Parce qu'il y a tellement peu d'entrepreneurs, il est tellement difficile d'entreprendre en Algérie que le fait qu'un jeune puisse entreprendre et puisse réussir son entreprise, c'est aussi un facteur de distinction sociale. Donc ça séduit aussi, c'est-à-dire c'est sortir un peu de la masse et ça c'est vraiment un facteur qui séduit les jeunes. Et alors on est dans un contexte culturel particulier en Algérie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une culture d'entreprendre en Algérie ? Est-ce que c'est facile pour les jeunes d'entreprendre ou au contraire, est-ce qu'il y a des difficultés, des freins pour l'entrepreneuriat ? Alors, il y a de nombreuses problématiques pour entreprendre en Algérie. Après, on parle souvent de financement, le manque de financement. On parle souvent d'une bureaucratie, des lourdeurs bureaucratiques, vraiment qui empoisonnent l'existence au quotidien aux entrepreneurs. Au lieu de se focaliser sur leur projet, ils sont là à perdre du temps et de l'énergie à courir dans les administrations, etc. Ça, si vous voulez, pour moi, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Mais après, il y a des facteurs pour moi qui sont plus culturels et psychologiques. C'est-à-dire que on est une société, on est une économie rentière. Et une économie rentière, par conséquent, n'encourage pas la prise de risque, l'initiative personnelle, etc. Mais il n'y a pas que ça aussi. Ça tient de l'économie de notre pays, de la nature de notre économie, mais ça tient aussi surtout je pense qu'il y a vraiment un blocage presque psychologique aussi. Parfois, les entrepreneurs qu'on accompagne sont dans une grande détresse parce qu'ils doivent faire face à
à des sacrifices où, quand ils décident d'être entrepreneurs, c'est renoncer à avoir une entrée d'argent pendant 2 ans, 3 ans, avec toutes les pressions familiales. Je veux dire, c'est le cas de tous les entrepreneurs dans le monde, mais ici, c'est encore plus impressionnant parce qu'il y a le poids de la famille. C'est très collectif, en fait. Et du coup, même la famille fait une pression vraiment très importante, exerce une pression sur l'entrepreneur pour qu'il puisse trouver un boulot et se stabiliser et assurer sa sécurité financière. Pour moi, ça c'est aussi... D'ailleurs, on a même pensé à un moment de carrément comment aider psychologiquement les entrepreneurs qui sont dans notre incubateur, parce que parfois il y a une grande détresse humaine. C'est une pression de la famille, mais pas que, c'est une pression de la société aussi. Puis il y a l'impératif de devoir se marier. Voilà, donc il y a tout type de problèmes. On peut évoquer les problèmes pour moi évidents, qui sont lourdeur administrative, financement, etc. Mais pour moi, l'origine du mal, elle est encore plus profonde. Donc si j'essaye de résumer, on comprend bien qu'il y a des facteurs culturels et administratifs qui freinent l'entrepreneuriat et de surcroît social en Algérie. Mais il y a un autre aspect qui peut être intéressant et que je voudrais qu'on aborde et qui est positif pour le coup, c'est le système de solidarité traditionnel qui s'appelle, je crois, la Twiza. Et qui fait que dans les villages, on organise l'entraide dès qu'une personne en a besoin. L'exemple le plus connu, c'est pour la construction d'une maison, on donne des coups de main ou on se rend l'appareil. Donc il y a quand même un contexte, un tissu solidaire fort. Ma question, c'est est-ce que c'est une chance pour l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est au contraire un handicap parce que ça relègue un peu la solidarité à quelque chose qui ne se monnaie pas et qui du coup ne peut pas être entrepreneurial? Moi, je pense qu'au contraire, c'est un terreau fertile pour... on peut capitaliser dessus et se dire que voilà, il y a déjà des germes qui existent, des graines qui existent dans notre société et ça devrait être plus facile pour nous de prôner la voie de l'entrepreneuriat social. Mais encore une fois, moi je pense que ces systèmes de solidarité, etc., sont très caractéristiques des villes, des villages, des villes de l'intérieur du pays. Mais je veux dire, quand on est dans les grandes villes, on est vraiment très proche du modèle occidental, où il y a un fort individualisme, où il y a un fort... je veux dire, ça c'est valable dans l'Algérie des années, je ne sais pas moi, 60 ou 70, mais aujourd'hui l'Algérie est un pays quand même... très urbanisé, et donc il y a un éclatement où des noyaux comme ça de solidarité, etc. Ça ressemble beaucoup aux villes européennes de plus en plus en fait. Donc je ne sais pas si c'est valable aujourd'hui. Ce constat-là, je ne sais pas s'il est encore valable. La solidarité un peu éclatée, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est que c'est de l'individualisme et puis il y a la nécessité aussi, je veux dire, on vit dans un pays où quand même il est difficile d'y vivre sur le plan par exemple financier, il faut subvenir aux besoins, les loyers sont de plus en plus chers, l'inflation, je veux dire, donc il faut penser de manière pragmatique et aller vers des sources de revenus plus stables au lieu d'aller se risquer à aller vers l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat de manière générale et l'entrepreneuriat social plus particulièrement. Mais du coup, il y a sûrement un besoin de solidarité quand même par rapport à ce que tu évoques, qui est peut-être propice à l'entrepreneuriat social. Et puis je me dis, par rapport au Hirak, où les gens descendent dans la rue, se mettent ensemble, lâchent rien, demandent un changement quand même hyper profond, il n'y a pas un besoin profond justement de se réapproprier l'économique, le politique, la création d'emplois, et qui serait du coup propice à ce que tu défends toi? C'est clair qu'avec le Hirak et ce mouvement populaire qui a débuté depuis quelques mois là, c'est clair qu'il y a une prise de conscience, il y a des choses qui changent. Il y a une prise de conscience sur son rôle en tant que citoyen, sur sa capacité à agir, à voir des résultats de son action, à s'approprier l'espace, il y a clairement une prise de conscience qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir manifesté pendant des mois, il y a quand même des changements notables, des changements au niveau politique, etc., même si ça reste encore dérisoire. Donc il y a une prise de conscience sur son rôle en tant que citoyen, sur quand on se fédère, on a une force de frappe beaucoup plus importante, ça c'est clair.
Mais je pense que c'est quand même un travail de longue haleine et que ça n'aboutira pas. Je pense que ça sera peut-être mes enfants verront peut-être ce changement-là, mais moi je me fais pas d'illusions là-dessus. Je sais que ça prend beaucoup de temps et je pense qu'il y a quand même la racine du mal est vraiment profonde dans notre société. On a quand même été longtemps mis à l'écart. On ne s'est pas approprié notre ville, on ne s'est pas approprié notre citoyenneté, on sait pas. Donc ça viendra, mais doucement. Et du coup, et par rapport à tout ce qu'on a évoqué, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat social, l'initiative, prendre des initiatives, c'est un moyen là de s'émanciper, de reprendre en main l'économique, de reprendre en main de décider de ce qu'on va faire, de son destin, quoi. Moi, je pense que effectivement, l'entrepreneuriat social l'entrepreneuriat tout court permet quand même de se prendre en main. L'entrepreneuriat social encore plus parce que il y a un effet, il y a un impact social, un impact positif sur la société qui fait que moi, ce que je vois dans les yeux d'un entrepreneur social, c'est vraiment il y a quand même un fort nationalisme chez l'Algérien. Alors, il peut se manifester de plusieurs façons, parfois un peu insolites, mais il y a vraiment un fort nationalisme ancré chez l'Algérien, notamment chez les jeunes, dû à l'histoire du pays, etc. Et du coup, j'ai l'impression que quand l'entrepreneur social voit les résultats de son action et voit le fait que ça sert sa communauté, etc., c'est clairement ce qui le motive. Je sens une satisfaction et un espoir chez lui vraiment immense. Après, l'économie sociale, c'est clair que c'est un moyen de servir sa communauté, c'est un moyen aussi de ne plus dépendre de l'action de l'État. C'est un moyen donc de prendre son destin en main, de créer de la valeur pour soi et autour de soi. Et ça a effectivement du sens dans le contexte actuel, parce que là, au lendemain du Hirak, on a vu plein d'actions, des citoyens qui se regroupent pour aller retaper un vieil immeuble, ou bien pour aller nettoyer les plages ou nettoyer les rues. Il y a eu vraiment des actions comme ça. Alors c'est des actions éphémères qui sont pleines de bonne volonté. Maintenant, l'idée, c'est comment les pérenniser. Et ça demande du souffle. Ça demande du travail de longue haleine et ça suppose aussi un changement de mentalité, mais ce changement de mentalité ne s'opérera que lorsqu'il y a un changement aussi du contexte politique et économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens d'aller faire des sacrifices, de travailler très dur quand vous voyez votre voisin qui n'a même pas un bac, qui n'a même pas niveau 6e, qui se fait de l'argent, qui roule en bagnole super luxueuse, etc. Ça n'a pas de sens pour le jeune, ça crée un déséquilibre dans sa tête. Il se dit pourquoi je vais me sacrifier autant alors que finalement on peut gagner de l'argent facilement et rapidement sans forcément en avoir beaucoup de choses dans la tête. Donc ce changement de mentalité suppose qu'il y ait un changement, qu'il n'y ait plus cette culture d'opportunisme, qu'il n'y ait plus qu'on réhabilite la valeur du travail, la valeur de tu travailles, tu gagnes, tu travailles pas, tu ne gagnes pas, il n'y a rien qui t'est acquis. Comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie, je veux dire, avoir un logement social c'est acquis, avoir un prêt à l'Insège c'est acquis, un prêt pour lancer son entreprise, mais ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc réhabiliter la notion du travail, pour moi, c'est essentiel. Et ça, c'est un préalable avant l'éclosion de l'entrepreneuriat social, avant même de parler d'entrepreneuriat social ou autre. Et qu'on arrête aussi ce système. C'est-à-dire, parfois, moi, j'ai l'impression que personne n'est à sa place. Vous avez tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un fort clientélisme dans ce pays-là, où on se retrouve avec une incompétence systémique dans tout le pays, parce que personne n'est à sa place, parce que personne n'est à sa position grâce à ses compétences ou grâce à ses diplômes. Il est là parce que c'est le fils d'eux ou le beau-frère d'eux.
Et donc ça pourra pas marcher. Donc avant même de parler de révolution douce, etc., je pense qu'il faut revenir au b.a.-ba, et le b.a.-ba, c'est celui-là. C'est quand on travaille, le mérite, la valeur du travail et celle du mérite, du sacrifice. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut faire des efforts et des sacrifices. Ça paraît vraiment basique comme notion, mais je pense qu'on en est encore là en Algérie. Est-ce que toi, tu as été soutenu pour créer ton centre ? Alors oui, j'ai été soutenue aussi bien par des personnes, des individus qui à titre personnel m'ont aidée à structurer mon projet, m'ont aidé surtout avec la mise en réseau, parce que tout marche par réseau ici, enfin encore plus qu'ailleurs, même si c'est le cas partout dans le monde. Oui, j'ai été soutenue par des personnes, j'ai été soutenue par les pouvoirs publics qui ont cru aussi en mon projet. Donc oui, j'ai eu le soutien qu'il faut. Et puis j'ai eu des opportunités. J'aurais pu passer 10 ans en France, je les aurais jamais eues. Ça, il faut le souligner aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment le pays des possibles. C'est aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Moi, jusque-là, ça a été bon, dans le sens où je suis arrivée, j'avais un projet. J'ai convaincu les pouvoirs publics qui m'ont par la suite octroyé un local, qui m'ont permis d'avoir des subventions, etc., pour donner forme et vie à mon projet. Donc oui, je suis la preuve vivante que le jeune Algérien peut être soutenu par les pouvoirs publics. Et surtout, il n'y a pas de dichotomie pour moi. Je veux dire, je peux sortir chaque vendredi faire le hirak et continuer à collaborer avec les pouvoirs publics. Parce que moi, ce qui m'importe, ce sont ces jeunes entrepreneurs qui viennent chez moi et qui ont ce truc-là dans les yeux et qui sont avides, qui en veulent, qui en ont dans les tripes, mais qui ne savent pas, qui ne sont pas structurés, qui ne savent pas où aller. Ils ont besoin d'accompagnement. Donc moi, pour eux, j'ai pas de problème à le faire. Et alors au final, j'aimerais bien quand même qu'on trouve ce qui peut permettre aux jeunes Algériens de s'engager dans cette voie, qui semble être une voie d'avenir. Pour toi, qu'est-ce qui peut les convaincre ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire au final aux jeunes Algériens ? Je pense qu'en Algérie, il y a quand même une fibre... Il y a un facteur qui peut-être qui n'est pas assez pris en compte, c'est le fait que, je vais caricaturer ce que je veux dire, mais je trouve que l'Algérien est sentimental. C'est un être qu'on peut facilement, comment dire, le fait, il faut lui parler avec lui, je l'ai en arabe mais je l'ai pas en français. Je pense que l'Algérien, il faut lui parler avec parfois, il faut lui parler avec la langue du cœur. Et la langue du cœur, l'Algérien spontanément, a quand même des gènes de solidarité, d'empathie. Et je pense que ça, c'est quand même des éléments qui sont de nature à favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat social en Algérie. Il veut faire du bien, en gros, pour résumer. Et je pense que parfois, c'est juste comment, en même temps, lui permettre de gagner sa vie tout en faisant du bien. Et voilà. Donc ça, c'est parmi les éléments pour moi qui... quand on parle d'entrepreneuriat social, même s'ils ne savent pas ce que c'est, mais ça leur parle, en fait. Et pour finir, on va faire la petite séquence finale, qui est toujours intéressante de savoir, pour toi, quels sont tes plus grands succès ou tes plus grands échecs ? Alors, il y en a deux. J'ai eu de nombreux succès et de nombreux échecs. Moi, j'aime bien parfois insister sur les échecs. Alors, pour moi, l'échec peut-être principal, il y en a eu plein, mais l'échec pour moi peut-être principal, c'est que aujourd'hui, la cause, on va dire, de l'entrepreneuriat social, je me suis fait ce constat après le 22 février, donc après le début du hirak. Je me suis dit, je suis incapable d'expliquer à un mec dans la rue qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas du tout dans ces cercles dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas de base, on va dire, entrepreneuriale. Je suis incapable de lui expliquer en derja, donc en parler algérien,
de façon très simple, c'est quoi l'entrepreneuriat social et pourquoi il aurait tout intérêt à investir dans cette voie-là. C'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat social, ça reste quelque chose d'un peu élitiste, qui parle à des populations, à une cible quand même qui est très éduquée, qui a des opportunités à l'international, mais qui ne parle pas forcément à un jeune Algérien de l'intérieur du pays, du sud par exemple, qui n'a jamais quitté son village. Et je suis incapable aujourd'hui d'adapter, on est incapable aujourd'hui d'adapter notre discours et de le rendre de façon très pratique et très pragmatique pour des populations autres que celles qu'on incube déjà ou qui passent par notre centre. L'idée, c'est que l'entrepreneuriat qu'on prône aujourd'hui, il est élitiste. Et je trouve qu'il n'est pas assez inclusif, même si l'inclusion fait partie des valeurs véhiculées par des valeurs que porte notre centre et l'entrepreneuriat social de manière générale. Du coup, comment faire pour que l'Algérien lambda puisse s'approprier l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Ça, pour moi, c'est un échec, mais je ne désespère pas parce que je me dis c'est le travail d'une vie. Et ça, pourquoi je vous dis ça ? Parce que notre centre, il est dans un quartier populaire et à chaque fois, on vient. En fait, on attise un peu la curiosité du voisinage. Ils voient un centre, ils voient un grand local super bien décoré avec plein de garçons, plein de filles, des événements, etc. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Et c'est vraiment un quartier populaire d'Alger et on vient, on nous dit « vous faites quoi ?» Alors là, j'avais vraiment des difficultés à expliquer en des termes très simples ce qu'on fait. On dit « oui, on aide les jeunes à créer des entreprises ». Après, on me dit « oui, mais moi j'ai une location de voiture, une entreprise de location de voiture, est-ce que vous m'aidez ?» Je fais « ouais, mais c'est pas tout à fait dans notre cible. Pourquoi ? Parce que moi, j'emploie quand même 3 personnes. Et pour moi aussi, c'est compliqué l'entrepreneuriat, etc. » Mais j'avais vraiment des difficultés à expliquer en quoi c'est quoi un besoin social, c'est quoi une problématique sociale, etc. J'espère vraiment qu'un jour, on réussira à sortir l'entrepreneuriat social de ce cercle de gens hyper qui utilisent un peu le jargon un peu du start-up pitch, open space, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour l'échec. Et pour le succès, moi, je ne m'attarde pas assez sur les succès. Et parfois, j'ai besoin que je rencontre des personnes que je n'ai pas rencontrées depuis 3 ans, qui me disent « alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'est en commençant à énumérer tout ce que j'ai fait, je me rends compte que quand même, il y a quand même des choses bien qui ont été faites. Moi, je suis incapable de dire spontanément ce qui a été bien fait. Mais je pense quand même qu'en 3 ans, j'ai réussi, et surtout, c'est beaucoup grâce à mon équipe, on a réussi quand même à donner un statut juridique à notre centre, chose qui n'est pas aisée. Créer une association aujourd'hui en Algérie, c'est vraiment le parcours du combattant. Et maintenant, je l'ai créé, j'ai mon agrément, mais les ennuis continuent. En fait, c'est pas réglé, c'est pas définitivement réglé. C'est des épisodes, pratiquement tous les jours. Donc, créer un statut juridique formalisé, donc être reconnu par les autorités en tant que société civile, ça pour moi c'est déjà important. C'est aussi le fait d'avoir pu obtenir quand même un très bel espace en plein cœur d'Alger de 400 mètres carrés, qui est le premier lieu dédié à l'innovation sociale en Algérie. Et on avait vraiment besoin d'un espace physique parce que nos discours n'avaient pas de sens si on ne pouvait pas se réunir physiquement dans un lieu et réunir notre communauté. Donc ça, c'est quand même génial. C'est aussi le fait d'avoir... aujourd'hui, on est une équipe de 5-6 personnes. Moi, j'ai démarré toute seule. Je faisais tout. Aujourd'hui, on a quand même 5-6 personnes et on tend aussi vers... on tend à s'élargir encore, à grandir. Et puis, c'est aussi le fait de professionnaliser notre association. Parce que le gros problème en Algérie, c'est le manque de professionnalisation des associations pour de multiples raisons qui ne sont pas uniquement de la faute des associations, mais aussi
qui sont vraiment aussi la conséquence de toutes les restrictions administratives, financières, etc. On étouffe les associations aujourd'hui. Donc c'est très difficile de se professionnaliser. Du coup, c'est un travail bien sûr de longue haleine vers lequel je tends, c'est un idéal. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si je dois faire le bilan par rapport à d'autres associations qui opèrent à Alger, puisqu'on est une association wilayal, je trouve qu'il y a quand même un niveau de professionnalisation qui est quand même supérieur à ce qui existe. Et donc ça donne de la crédibilité et de la légitimité aussi. Ça donne de la crédibilité notamment au pouvoir public qui n'avaient pas l'habitude de prendre au sérieux ces associations parce que pour elles sont biberonnées aux subventions, donc elles n'ont aucune valeur ajoutée dans la société, ou bien c'est des associations folkloriques qui célèbrent 4 jours les journées commémoratives, etc. Donc aujourd'hui, on a de la crédibilité aux yeux des pouvoirs publics, et pour moi ça c'est une avancée considérable. Après, est-ce que parmi aussi le succès, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, ça a à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que je trouvais que l'entrepreneuriat social était trop élitiste. Là, le fait d'être installé dans un quartier populaire d'Alger, on a commencé quand même des activités pour les enfants du quartier. Alors du coup, il ne s'agit pas d'entrepreneuriat, on ne va pas leur expliquer à 6-7 ans c'est quoi l'entrepreneuriat social. Mais par contre, on commence des activités toutes simples avec eux, qui sont des activités de recyclage de palettes, comment fabriquer, comment travailler la terre, comment faire des potées, comment faire des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça me fait du bien de le faire. Parce que je me dis que pour cette frange pour ces enfants-là, tout est encore possible. C'est-à-dire pour moi, ils ne sont pas encore pervertis ou ne sont pas encore empêchés. Il n'y a pas encore tous ces vices que je remarque parfois chez les adultes. C'est encore des pages blanches qu'on peut façonner à notre façon. Et du coup, moi, ça me fait un bien fou quand je les vois dans le centre. Même avec des activités toutes simples. Par exemple, on a institué un principe tout simple, c'est qu'il y a des coworkers qui n'ont pas les moyens de payer. Alors, quand ils n'ont pas les moyens de payer, on leur fait gratuitement la domiciliation ou l'hébergement. Mais en contrepartie, ils doivent donner X heures de leur temps pour ces enfants-là. Donc ça, pour moi, c'est génial et j'aimerais vraiment que ça continue. Et pour finir, ton parcours, comment t'en es arrivé là ? C'était un heureux hasard, même si je ne sais pas si le hasard existe. Ça a commencé, moi je suis issue d'un parcours littéraire, donc rien à voir, littérature française et anglaise. J'ai fait mes études en Algérie, à l'université algérienne, et puis j'ai continué, j'ai été journaliste, je travaillais aussi dans la com. Et j'ai décidé de partir en France pour faire un master dans tout ce qui est ingénierie de projets culturels. Donc c'est aussi bien la gestion de projet que de la communication culturelle et de la médiation culturelle. Et c'est dans ce cadre-là dans le cadre d'un stage que j'ai fait dans un think tank à Paris, que j'ai découvert un peu le social business, qui s'appelle Thinkers and Doers, qui m'a vraiment, ça a été un peu l'étincelle où je me suis dit il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. J'étais chargée d'organiser une conférence sur le social business dans le monde arabe. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à voir ce qui se faisait en la matière dans les pays arabes. Et forcément, comme je suis algérienne, je me suis très vite intéressée à ce qui se faisait en Algérie. Je voyais qu'il y avait une structure qui s'appelait un Centre algérien d'entrepreneuriat social. Et c'est comme ça que tout de suite, j'ai eu mon diplôme. J'avais le choix soit de rester à Paris, de travailler pour ce think tank, soit de faire autre chose. Et j'ai décidé de rentrer et de travailler sur ce projet-là. Et voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Merci pour cet échange. Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt.